Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est ravis tous les trois de se retrouver Absolument. pour parler littérature et cinéma, avec un film donc de Régis Ronsard, je ne sais pas si vous l'avez vu encore, Les Traducteurs, avec plein d'acteurs et de bons acteurs. Et en fait, cette histoire, je crois qu'elle elle naît d'une expérience que vous avez eue tous les deux. C'est assez incroyable. Alors, je vais vous laisser vous présenter. Carole Delporte et Dominique Defer. Qui commence? Bon, bah, je vais commencer. On m'a proposé de traduire les Dan Brown après qu'il y en a eu 2 ou 3 de sorties, c'est-à-dire Da Vinci Code, Decision Point et Ange et Démon. Hein, voilà. Et donc la thèse m'a proposé de reprendre les Dan Brown. Donc j'ai fait au début Forteresse Digitale, seul. Après, il y a eu Symbole perdu, où on l'a fait à deux, avec une autre personne qui faisait un tiers et que je revoyais pour uniformiser, parce qu'on parlera effectivement de comment on travaille à plusieurs, comment on a un texte cohérent si on est plusieurs. Ah oui, Donc, Dominique, voilà. mais justement, c'est ça. Oui, Juste, ouais. est-ce qu'on peut juste s'arrêter déjà sur les titres que vous avez traduits? Moi, juste, pour ce qui est enfin, sinon, j'ai traduit 89 romans, voilà. 90, je crois. Mais là, les Dan Brown, c'est effectivement depuis Forteresse Digitale, Inferno, Origine. Voilà. Et, pour donner la mesure de nos amis. Et Carole est arrivée des Inferno. Voilà. Dans le bunker, directement. Voilà. Tout à fait, dans le bon cœur, et on va y venir. Et justement, ce film, vous avez vécu cette expérience incroyable de traduire donc Inferno de Dan Brown dans un bunker, ce qui est donc raconté dans le film, c'est l'histoire du film. Déjà, première chose, au fond, je me disais ça en voyant le film, en voyant aussi l'aspect thriller par lequel il est traité, de la responsabilité du traducteur. Est-ce que vous pourriez nous raconter, en quelques mots, qu'est-ce que ça veut dire être un traducteur pour vous et quel pouvoir vous avez? Ah oui, alors ça c'est une question, on rentre dans le vif du sujet là. Bah oui, c'est vrai qu'on a quand même une responsabilité importante parce qu'on a peu de temps pour traduire une œuvre qui est très riche, très dense, avec une intrigue complexe, dans des conditions tout à fait exceptionnelles, et où on a le texte anglais que pendant cette période en fait très courte, donc de 2 mois en tout maximum, hein, 1 mois et demi. Du coup, on a la responsabilité de retraduire, retranscrire cet immense roman parfaitement, et quand on part, on laisse l'anglais, on n'a plus rien, on n'a plus que le français, et là, on n'a pas intérêt à avoir traduit n'importe quoi quand même. Donc c'est vrai que de ce point de vue-là, c'est une grande responsabilité. Il ne faut pas se planter. Avec l'inconnu en plus, et Dominique, tu peux peut-être revenir là-dessus, c'est que ce livre est un best-seller, donc il faut le traduire, et il faut qu'il reste un best-seller dans la langue traduite. Et en fait, les inquiétudes sont assez... et c'est ça qui est excitant, en fait. Mais les inquiétudes sont énormes chez tout le monde. Parce que quand on m'envoie dans le bunker en premier, l'éditeur n'a pas lu le texte, il ne connaît pas le texte. Je suis l'avant-pont, je vais dans le bunker. Je découvre le texte comme les autres premiers traducteurs des équipes qui arrivent. Je dois lire en une journée et demie le roman, raconter l'histoire vite fait à l'éditeur et essayer d'organiser un planning pour quand arrive Carole, quand arrive le copy-éditeur, à quel moment on va pouvoir rentrer en France avec le texte. Et effectivement, comme le dit Carole, on rentre, on n'a pas le texte anglais. Dire que, et effectivement, moi, parfois... J'apprécie vraiment ça parce qu'il y a un côté de travail d'équipe, ce qui est rare pour les traducteurs parce qu'on est quand même souvent très seul. Donc ce travail d'équipe est absolument excitant. Mais effectivement, il y a une pression et une inquiétude. Souvent, j'appelais les éditeurs pour leur dire c'est bon, on est dans les temps, on a fait tant de pages, tout va bien, on va s'en sortir. Parce qu'effectivement, la grosse question, c'est est-ce qu'on va s'en sortir dans le temps qui nous est imparti? Parce qu'en l'occurrence, il y a des horaires de traduction qui ne sont pas forcément les nôtres, qui seraient parfois 8h du matin à 8h du soir. Ce ne sont pas ceux de Dominique. Non, je travaille la nuit, donc ça ne m'arrange pas du tout, ces histoires. Voilà. On va regarder un extrait. On va commencer par un premier extrait. Je ne sais pas si vous avez vu le film, peut-être. Ouais, tout le monde l'a vu. Oui, presque tout le monde. On regarde un extrait et puis on en reparle après.
Le manoir est celui d'un milliardaire russe et grand fan de Dédalus, particulièrement tracassé par la fin du monde. C'est grâce à cette légère obsession que nous allons pouvoir protéger l'œuvre d'Oscar Braque. Après vous. La tâche qui vous incombe est contraignante mais prestigieuse. Ce travail commun de traduction pour une sortie mondiale simultanée est une première. Un coup de génie de Monsieur Angstrom. Et qui plus est, un véritable engagement politique. Il affirme ainsi haut et fort qu'il défendra coûte que coûte ses auteurs contre le piratage. Vous pouvez vous estimer chanceux de venir des pays où Dédalus connaît ses plus grosses ventes. Tout a été conçu pour que votre isolement soit des plus agréables. Vous découvrirez vos chambres ce soir. Disons qu'elles font chacune la taille de mon appartement. Et toutes disposent de leur propre salle de bain. L'utilisation d'Internet est formellement interdite, mais vous recevrez la presse internationale chaque matin. Vous trouverez ici une collection de films qu'il vous faudra plus d'une vie pour visionner. Le petit déjeuner sera livré à 8h, le lunch à 13h et le dîner à 21h. À l'exception du dimanche, les journées de travail s'étendront de 9h à 20h. Monsieur Angstrom est très à cheval sur les horaires. Pas mal pour passer le temps pendant l'apocalypse, non? Je vous en prie. Που θα θαυτούμε εδώ να μεταφράσουμε αυτή τη μαλακία. Αυτό είναι το τέλος του κόσμου. Alors, on reviendra peut-être pas sur la qualité littéraire de ces best-sellers, qui sont peut-être pas forcément tout le temps des merdes, comme on vient de l'entendre. Peut-être pas. Loin de là. Est-ce que déjà vous avez connu des éditeurs comme celui du film? Déjà, je ne sais pas. J'ose croire que c'est une caricature, un personnage sorti d'un roman burlesque, je pense. Hein. Non, non, pas du tout. Hein. Nous avons des éditeurs extrêmement consciencieux, bienveillants. Non, absolument pas. Ils nous ont choisis hein, aussi, donc, Donc, les éditeurs on va pas nous les critiquer choisissent. trop. Et en l'occurrence, quand on arrive dans les bunkers, a priori, on est super bien reçu. Justement, c'est ça qu'on voit dans l'extrait. C'est Sarah Giraudot insiste sur la chance que vous avez. Évidemment, c'est incroyable ce que vous faites. Ouais. Et c'est très beau dans le film, justement, cette forme de paranoïa qui monte, parce que donc, qui nous amène aussi jusqu'au thriller. Ce qui est très beau aussi, c'est à quel point le cinéma est obligé de filmer la littérature. Il le fait souvent. Il y a beaucoup de films sur le milieu littéraire. Est-ce que vous diriez que votre milieu est aussi romanesque? Est-ce que vos vies sont aussi romanesques qu'on peut le voir dans le film? Est-ce qu'être traducteur, c'est vivre une vie romanesque? Moi, j'ai la même robe hein, que la traductrice. Je l'ai mise pour aller au bunker, je la garde. Non, malheureusement, c'est quand même un métier très solitaire. Hein, donc, on n'a pas du tout cette vision-là. Mais au moment quand même de la traduction dans le bunker, il s'est passé quelque chose d'assez incroyable. Hein. D'un seul coup, on était sous les feux des projecteurs. Il y a quand même des journalistes qui sont venus avec des caméras. Quand on était la dernière fois à Barcelone, c'était attention, des journalistes vous cherchent. Si on vous parle, vous êtes en stage. Enfin bon, il y avait des communications officielles. Il fallait pas qu'on nous trouve. On était dans une salle occulte, sans fenêtre. Enfin, c'était très particulier quand même. Donc il y a une espèce effectivement de paranoïa et de romanesque qui s'installe au sein du bunker lui-même. C'est assez étonnant. Et Dominique, qu'est-ce que vous préférez? Vous préférez traduire des livres chez vous à 4h du matin ou dans un bunker de 8h à 21h? C'est une très bonne question. Je suis très, très partagé. À chaque fois, c'est une aventure humaine, c'est vraiment super. De voir aussi d'autres collègues d'autres pays. Au moment du bunker pour Inferno, il y avait une saine émulation entre l'équipe allemande et nous, puisque c'est le grand époque du French bashing, comme quoi les Français ne travaillent pas, les Allemands travaillent. donc voilà, c'était au premier qui s'endormait, il se faisait allumer par les autres. Bon, c'était très très sympathique. On a chacun un drapeau. Enfin, voilà. Et le bunker d'Inferno, la façon dont était disposé le bunker, éventuellement on verra quelques photos. C'était juste une salle souterraine effectivement, mais c'était quand même plutôt sympa. Mais on travaillait par table. Il y avait table par équipe, par nation.
Donc ça avait un petit, comme on avait un petit Très drapeau. JO, hein, Oui. ouais. Il y avait un Avec petit le drapeau, c'était un peu comme si c'était des bateaux qui devaient traverser l'Atlantique. Souvent, je prenais cette image-là, mais parfois, il y a des équipages qu'on perdait. Enfin, il y a eu, voilà. Donc, parce que c'était effectivement, c'est comme tous les souvenirs où on a beaucoup travaillé, on garde le meilleur, mais oui, il y a du stress, parce qu'on a peur de ne pas réussir. Il faut se tranquilliser. Et puis, il y avait des équipes où des gens mangeaient plus parce qu'elles étaient très tendues. Il y avait aussi des problèmes très tout simples, des problèmes matériels, d'éclairage, ce genre de choses qui sont absolument fondamentales. Voilà. Et la façon de remédier à tout ça, c'était aussi de dire ça, cette table, c'est chez moi, je ne suis pas employé de la société. Donc là, il nous faut de la lumière, il nous faut de la musique. Voilà. Il faut à tout prix récupérer une sorte de petit cocon. De liberté, d'indépendance pour la création. Parce que la traduction, Absolument, oui. c'est autant une création littéraire que écrire un livre en son nom. Absolument, puisque chaque mot qui va être lu sera des mots du traducteur. Un traducteur, après on peut en discuter, mais pour moi un traducteur est un conteur. Il raconte au sens de conter une deuxième fois une histoire. On n'a pas du tout le temps de s'étendre sur qu'est-ce que la fidélité, etc. Mais il doit raconter une histoire et le lecteur français ne doit pas sentir l'anglais. Ce n'est pas le propos d'une traduction en littérature générale. Justement. Oui, et puis comme il y a un tel niveau de stress, c'est vrai que la liberté, l'indépendance et le bien-être pour être dans la création n'est pas très simple. Il faut réussir à s'isoler. Alors tout le monde avait un peu des casques, il y en a qui mettaient de la musique, il y en a qui étaient très bavards. Enfin, c'était assez complexe comme environnement, parce qu'on se retrouvait quand même à une quinzaine dans un open space, enfermé quand même de 9h à 21h. Enfin, enfermé entre guillemets, on avait le droit d'aller aux toilettes, mais c'était quand même noté par le vigile. Carole Delporte sort à 9h42 et revient à 9h47. C'était quand même c'est très particulier. Nos portables enfermés dans des petits casiers à clé. Enfin, c'était oui. Et ils nous ont quand même pris nos ordinateurs quand on arrive. Ils ont tout effacé et tout remis pour être sûr que on n'allait pas ressortir avec des fichiers cryptés du texte quelque part. Enfin, il y avait un côté très anxiogène quand même. Donc, il faut réussir à se mettre dans une bulle pour retrouver cette énergie créatrice. Et c'est là que quand Carole arrive au cours d'un bunker, c'est une... Ah, enfin on va rigoler un peu. On va rigoler un peu, voilà, parce qu'effectivement, c'est... Seul, c'est dur. Seul, c'est dur, parce qu'on plie à la langue. Et par exemple, pour Barcelone, c'est-à-dire l'igloo, parce qu'à chaque fois on donnait un petit nom, avant c'est le bunker, là on l'appelait l'igloo parce qu'il faisait froid. On se gelait dans ce truc-là. Voilà. C'était pour quel livre ? Pardon ? C'était pour Origine. Pour Origine, Barcelone, 2017. Barcelone, c'est Origine. Et à l'igloo, il y avait une autre innovation, c'est qu'on avait les ordinateurs étaient déjà là. On n'avait pas nos ordinateurs. Alors, c'est comme faire une course en nous donnant le mulet, quoi. Je veux dire, c'est pas possible. Enfin, c'est vraiment encore anxiogène, ça. Et par exemple... Surtout quand on renverse son café dessus, comme je l'ai fait, là oui, gros stress. Quoi. Et puis bon, alors Internet, par exemple, là, ils disent que vous n'avez pas accès à Internet, c'est une hérésie totale. Les livres, c'est pour le décor, ça sert à rien. Internet a changé notre vie à tous les traducteurs. Voilà, c'est une évidence. Maintenant, l'accès à Internet est compliqué, on pourra en parler dans les bunkers, bien sûr, mais il y en a, heureusement. Mais pour pallier le fait que c'est très compliqué d'aller sur Internet. Pour les mesures de sécurité, par exemple, on a essayé d'avoir Wikipédia hors ligne avec un petit logiciel qui s'appelle Kiwix. Bon, voilà. Mais ça, il faut l'indexer, par exemple, et ça prend une semaine. Et par exemple, pour Barcelone, voilà, quand je suis arrivé, ni mon ordinateur, ni celui de Carole, qui allait arriver un peu plus tard, étaient indexés. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas avoir Wikipédia. Donc, il a fallu lancer l'indexation au dernier moment. Et vous n'êtes pas en mesure, en faisant ça de plus en plus, de pouvoir arriver et de dire, Carole Delporte, elle a besoin de ça. Ah, mais c'est dit et redit. Non, mais c'est dit, bien sûr. Non, mais c'est dit et redit, bien sûr. C'est caprice de star, mais... C'est pas caprice de star, c'est pour le travail. Si, parce qu'on était les seuls avec des Macs, et ça les a beaucoup gênés. Ils n'avaient pas de clavier de rechange. Enfin, il y a eu plein d'histoires. Mais tout est annoncé à l'avance. Ah non, mais si on en parle, on bétonne. Oui, vous inquiétez pas, ça sera fait. Puis évidemment, voilà. Et quand Carole est arrivée, justement, comment vous travaillez tous les deux ? Comment vous partagez le travail de traduction d'un livre je sais pas. Alors, moi, il prend les 2 premiers tiers, je prends le dernier tiers.
Et quand j'arrive, on se fait une petite soirée résumée du livre. Est-ce Là, que vous lisez le livre beaucoup, c'est ça aussi? alors, Dominique le lit quand il arrive, mais en diagonale, parce que lire 600 pages, c'est long en anglais. Donc, et Dan Brown, c'est très compliqué. Donc, il y a beaucoup de subtilités qui nous échappent. Et moi, quand j'arrive, je balaie le début et j'attaque la suite. Heureusement, Dominique me raconte tout ce qu'il peut. Donc là, ça part, c'est assez. Et puis après, comme on est l'un à côté de l'autre dans le bunker, on peut communiquer régulièrement. Je lui pose des questions. Et je lui apporte aussi des éléments de réponse sur sa partie. Enfin, c'est très intéressant. Et on a un échange permanent, très riche. Et donc j'imagine qu'il faut garder une unité, des règles à établir pour qu'à la fin, le livre puisse parfaitement Oui, s'imbriquer. Oui, absolument. Oui. Mais on travaille ensemble depuis longtemps, on se connaît super bien, d'un point de vue aussi. Depuis combien de temps personnel. vous vous connaissez? On a commencé 2011. Steve Jobs, c'est Ouais. ça, hein, c'est sur Ouais. Steve Jobs. qu'on L'autobiographie s'est rencontrés. de Steve Jobs. Voilà, Ouais. l'autobiographie de Steve Jobs, on l'a fait tous les deux. Et là, il s'est créé tout de suite un binôme Ouais. puissant. Donc on a beaucoup parlé de traduction, nos positions traductive, etc. Donc pour essayer de trouver un lien Une commun, charte, voilà, une ouais. charte. Et une fois que Et cette charte, Carole a fait justement, ça- elle ressemble à quoi? Quels sont les grandes règles, les grands concepts? Moi, j'ai envie de dire, comme Dominique a repris Dan Brown après le premier traducteur, il a apporté un peu sa charte personnelle à la traduction de Dan Brown, par exemple, sur les scènes d'action, des scènes très condensées, très rythmées, aller droit au but, faire vibrer le lecteur. Enfin, il a vraiment pris en main le texte d'une toute autre manière. Et du coup, il m'a exposer un petit peu sa façon de travailler. Moi, je trouve ça vraiment génial. Ça marche très, très bien. C'est très efficace. On lâche pas le lecteur, on le tient. Donc, on se perd pas dans des répétitions, dans des digressions ou des envolées lyriques. C'est beaucoup de scènes d'action. C'est beaucoup de personnages qu'on retrouve. Donc, il faut bien comprendre où on va, comment, quand. Et l'émotion aussi. Voilà. Et ça, Dominique le fait très, très bien. Donc, j'avais plus qu'à suivre. Voilà. Donc Dominique, traduire un best-seller, c'est pas la même chose que traduire un livre qui n'est pas un best-seller pour pas être désagréable. Alors c'est une vaste question. Et Ou en lire de fait, la poésie, pardon, ou traduire de la poésie. c'est une vaste question. En fait, on traduit. Alors, c'est pas lié au fait que ce soit un best-seller, parce que j'ai la même position. C'est traductive. C'est-à-dire que pour moi, si le lecteur doit avoir l'impression de lire un texte écrit par un Français, et en fait, ça c'est le truc de base. Si c'est ça, alors ça implique pas mal de choses pour la traduction. Maintenant, si on est dans une position d'édition bilingue, par exemple, ou d'un texte traduit, mais qui veut rendre compte comment l'auteur source écrit en anglais. C'est pas du tout le même métier, c'est une recherche universitaire, mais c'est pas du tout la même chose. Nous, mais c'est pas forcément moi, c'est ce qu'on nous demande. Il y a un paradoxe qui est quand même très parlant. Quand c'est mal écrit, quand le style est mauvais, on dit c'est la faute du traducteur. Et quand c'est bon, on dit oh, quel auteur merveilleux. Voilà. Évidemment, il y a un paradoxe. Dans les deux cas, c'est le traducteur. Ou dans les deux cas, c'est l'auteur. Mais faut se décider, quoi. On reviendra à tous ces défauts qui vous incombent aussi, parce qu'on dit beaucoup de choses sur les traducteurs. On y reviendra un peu plus tard. Est-ce qu'on peut regarder un deuxième extrait qui nous parle un peu de la méthode de travail attendue, justement, ce que vous nous racontez. Ah bien, tu en veux? Non, ça va. Tu dois quand même faire attention. Ces 2 mois vont être intenses. Ça n'a pas l'air de stresser tout le monde. Quoi? Tu ronfles un peu et tu baves aussi. Bon. Oui, Tu ne te rends pas compte de la chance que tu as d'être là à ton âge. Tu dois être doué. oui, il est très doué. Doué pour dormir. Chacun sa méthode de travail. Là, j'avais du sommeil en retard, ok. Mais de toute façon, je me lance jamais comme ça dans une traduction, ça doit maturer. C'est vrai. Depuis quand on n'a pas un texte complet dès le début? La vision d'ensemble est cruciale. Angstrom nous prend pour des robots. Mais non. Il est prudent, c'est tout. Tu lui suces la bite ou quoi? C'est un sadique, ça se voit tout de suite. C'est très frustrant. On allait enfin savoir qui a noyé Rebecca. Et dans quel but? Parfois, je pense que Frank va découvrir que Rebecca s'est simplement suicidée pour le sauver de son passé. Non. Trop déceptif. Et si c'était Franck lui-même qui avait tué sa femme, peut-être qu'il a agi sous l'emprise du Dédalus et qu'il l'ignore. Rebecca a créé ce virus.
Elle a fait de Franck son cobaye et ça s'est retourné contre elle, non? Non. Ça fait trop banal. Ouais. Ouais, ça tient pas. 2 ans qu'on attend cette résolution. 2 ans foutus en l'air. On ne parle pas de littérature, mais d'un produit de consommation. La fin n'en fera pas un chef-d'œuvre. Ma di che stai parlando, scusami? C'est un best-seller mondial. $1 milliard de recettes, putain. Rappelle-moi combien tu touches là-dessus. Que dalle. Oscar Braque est comme les autres. Il finira par pondre une série dérivée, puis une autre, et il écrira le même livre jusqu'à ce qu'il ait fini de payer les traites de son chalet en Suisse. Mais il y a des études très sérieuses sur Dédalus dans plusieurs universités européennes. Tout est fait pour que les universités deviennent des entreprises. Je suis bien placé pour le savoir. J'enseigne à Athènes. Et qu'est-ce que tu fais là alors? C'est si insupportable. La même chose que vous. Je me plie devant le grand capital pour ne pas mourir de faim. Oui, et on s'y plie avec joie. Perso, j'ai pas le choix. Et vous prenez ça pour un simple job? C'est un honneur d'être au service de Dédalus. Alors, je ne vais pas vous demander combien de chalets en Suisse vous avez. Oh, c'est facile Beaucoup de répondre. Hein. Je me demandais, est-ce que le titre du livre qui est à traduire dans le film, c'est « L'homme qui ne voulait pas mourir ». Est-ce que vous vous êtes parfois retrouvé dans la situation de l'homme ou de la femme qui ne voulait pas traduire? Est-ce que parfois le texte vous résiste? Est-ce que parfois... Oui, alors je pense que en fait on plonge complètement dedans, hein, et du coup on joue le jeu complètement, même si c'est vrai que parfois on peut se dire qu'on n'arrive pas très bien à comprendre où on va, ou effectivement ça résiste, mais il y a toujours un moment où il se passe quelque chose, où on fait corps avec l'histoire, on accepte le personnage, la caricature, le burlesque, et on se dit bah voilà, c'est un job, et puis on est une équipe, et puis on a des délais, on a un éditeur, on a un public. Et du coup, on se laisse emporter. Et puis voilà, parce que 2 mois après, on passera à autre chose. Donc, c'est pas du tout une souffrance, en fait. Pas du tout. Mais c'est une question, en fait, fondamentale. Enfin, j'avais tendance à vouloir répondre, pas seulement sur Dan Brown. D'ailleurs, entre nous, c'est quelqu'un qui incite les gens à aller au musée et qui pense que l'art sauvera le monde. Moi, ça me va très bien. Voilà. Il y a d'autres ressorts psychologiques beaucoup plus glauques que peut utiliser de la littérature grand public. Dan Brown, voilà, il croit que l'art et la culture sauvera le monde. Maintenant, c'est une question très intéressante. Quand il y a un texte éventuellement qui nous résiste ou qu'on ne comprend pas ou qui ne nous parle pas, je dis souvent ça aux étudiants, il y a une donnée fondamentale, c'est pour ça que la question, ça va rebondir sur ce que vous disiez, une question fondamentale sur le fait de, oui, qu'on traduit de la littérature au grand public, est-ce qu'on prend du plaisir? La plupart des étudiants qui font des études pour être traducteurs, je leur dis, la chose la plus importante, c'est d'aimer le texte que vous allez traduire. Si vous n'aimez pas votre texte, d'abord, l'éditeur ne va pas l'aimer, c'est pas très bon pour vous, puisque de toute façon, vous ferez une traduction, ça sera fini. Mais en l'occurrence, le lecteur ne va pas l'aimer, ne serait-ce que pour le... Si vous-même, vous êtes le premier lecteur de ce que vous écrivez, il faut à tout prix aimer son texte pour qu'il y ait une chance que le lecteur l'aime aussi. Ça, c'est la première chose. Et donc, pour aimer son texte, finalement, oui, il faut aimer le texte de départ, source, et pour les bonnes raisons. Et parfois, un texte résiste. Moi, j'ai eu un cas où... rien à voir avec Dan Brown, mais je trouvais que l'auteur se répétait beaucoup. Bon, ça, en l'occurrence, je suis un peu hystérique avec ça. Et je n'arrivais pas à m'en sortir. J'étais seul avec ce texte. Il a fallu que je me raconte une histoire, mais qui est absolument crédible. Mais l'histoire que je me suis racontée, c'est non, le narrateur est obsessionnel et il se répète. Une fois, je me suis dit ça. Je savais comment traduire le texte. Et d'ailleurs, j'étais super parce qu'Isabelle Lafont m'a appelé en disant « Ah, je savais pas vu que c'était aussi drôle le texte, c'est vachement bien ». Ça fait super plaisir quand l'éditeur est surpris, parce que l'éditeur a déjà lu le livre. Et tous les petites rugosités qu'il peut y avoir en anglais, des répétitions, mais qui ne sont absolument pas gênantes en anglais, deviennent évidentes quand on le lit en français. C'est pour ça qu'il faut faire très attention. Et en l'occurrence, l'éditeur, quand il lit une traduction, il a déjà lu le livre. Voilà. Donc, voilà, c'était un joli moment pour ça.
Il y a quelque chose aussi de très intéressant dans le best-seller, c'est évidemment que quand on écrit des livres, on a envie que les gens les lisent, et qu'au fond, il y a une forme de mystère dans l'idée d'écrire un livre que tout le monde lit. Comment vous comprenez ça, vous? Ça, c'est vrai que Cette c'est magie-là. assez énigmatique quand même. Il y a des livres qui prennent comme ça, qui deviennent des best-sellers. On n'aurait pas forcément deviné. Après, Vous comprenez en relisant le texte, en le retravaillant ah oui, Dan Brown, on comprend bien. Ouais. Ouais. Ah ouais, c'est quand même. Il y a une intrigue qui est assez extraordinaire, très fouillée. Il y a beaucoup de rebondissements. Et puis c'est ce mélange d'art et de culture. C'est vrai que c'est assez étonnant, d'ésotérisme, et puis aussi beaucoup de science. Il s'intéresse beaucoup à la recherche, et il est tout le temps en questionnement entre religion et science. Et il y a cette espèce-là de réflexion sur ce qui prime. On sent qu'il a beaucoup réfléchi à la question, et il invite le lecteur à réfléchir beaucoup. Alors évidemment, on peut dire qu'il y a trop de descriptions touristiques, qu'on fait le tour de l'Europe, qu'on visite les grands musées, mais comme dit Dominique, je vois pas tellement de mal à ça finalement. C'est pas... Et quand on traduit, nous, le texte, on est pris complètement. C'est très facile de se laisser prendre par Dan Brown, parce qu'il nous emmène dans des coins avec des énigmes. Alors, il faut qu'on trouve des solutions pour que ça fonctionne en français. Il faut qu'on étudie un tableau, il faut qu'on aille le chercher sur Internet, parce que qu'est-ce qu'il veut dire? Là, c'était l'enfer de Dante, donc c'est quand même, la Divine Comédie, c'est quand même passionnant. Enfin, c'est vrai que nous, il nous fait voyager, il nous fait réfléchir, il nous fait visiter le Guggenheim de Bilbao. Enfin, c'est assez sympa. Et pour compléter ce que tu dis, il y a un effet quand on sait que le livre va être autant lu, c'est qu'on sait que tout le monde va chipoter, chercher. Bon. Alors de toute façon, de manière générale, comme Carole, on vérifie tout par principe. Mais vous savez pourquoi on vérifie quoi que ce soit? C'est que pour ceux qui écrivent, quand on a besoin d'un synonyme, c'est que la phrase ne sert à rien, c'est que vous dites 2 fois la même chose. Voilà. En revanche, se nourrir du contexte du lieu, ça va nous permettre d'avoir des apports lexicaux qui vont nous permettre d'écrire sans justement avoir besoin de chercher des synonymes ou de faire des paraphrases pour essayer. Voilà. Donc ça nous nourrit, parce qu'il faut à tout prix que le traducteur, même s'il ne dit pas tout, parce qu'on est dans le non-dit, comme l'auteur, bien sûr, mais il faut que le traducteur lui comprenne ce qu'il fait, quitte après à en mettre le moins possible pour que le lecteur, lui, le principe, il faut que le lecteur soit toujours en retard par rapport à l'histoire. Sinon, s'il en avance, il s'ennuie. Voilà. Et alors, en revanche, un effet pervers, c'est qu'on sait évidemment que tout le monde va éplucher et que s'il y a des incohérences ou des erreurs, évidemment qu'on va les corriger, mais on sait qu'on va être vu à la loupe par plein de gens. À un moment donné, c'était rigolo. Il y a eu un lecteur qui avait écrit en disant « Oui, je veux la traduction des 2 pages manquantes et tout ». Mais il n'y a jamais eu de ces 2 pages, elles ont été traduites, mais il avait juste zappé, mais il était persuadé qu'il y avait un complot. Quoi. Je veux dire, où sont les 2 bon, voilà. En fait, l'éditeur reçoit des centaines de lettres de gens qui vont pointer, page 72, le terme est faux. Mais non, en fait, l'expression est juste. Autant pour moi, ça s'écrit AU-TEMPS, ça ne s'écrit pas AU-TANT, il n'y a pas moyen. Mais c'est pas grave, ils écrivent quand même. Et le drapeau, ceci, machin. Enfin, c'est un nombre de détails, donc il faut vraiment tout vérifier. Et d'ailleurs, on trouve des petites erreurs. Oui, ça, c'est. Est-ce qu'on peut le dire? On avait dans le bunker un tableau blanc où tous les traducteurs écrivaient leurs questionnements sur certains détails du texte. Questionnements qui sont allés à Dan Brown pour qu'il puisse nous répondre, parce qu'il y a quand même des petites choses où on s'interrogeait un petit peu. Et on s'interroge tous ensemble, c'est ça qui est assez formidable. Et ce Dan Brown, vous l'avez jamais vu Si, de vos yeux vus? Si, on le connaît. Enfin, c'est pas, il est venu pas vous voir sur le ventre, mais oui, il a fait l'effort de se souvenir de nos prénoms déjà. Donc, oui, non, il est venu nous voir à chaque fois. Ouais. Enfin, peut-être pas Inferno, mais à l'origine, il est venu. Ouais. Il est venu à Paris aussi, oui, il est venu dans la maison d'édition. Non, mais on a fait une petite photo, on est content. Cette carrière, cette vocation de traducteur, est-ce que vous vous souvenez quand ça vous est venu? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez toujours voulu faire? Et tu commences? Alors oui, non, moi j'ai démarré plutôt dans l'édition, à l'éditorial, et je suis venue à la traduction un petit peu par hasard, d'une amie qui me disait qu'elle n'arrivait pas à finir sa traduction, et donc je l'ai aidée en me disant ça me paraît un métier très très poussiéreux, là je vais être enfermée chez moi dans ma grotte sans voir personne, c'est pas du tout moi. Et en fait c'est là que j'ai compris que c'était un métier qui te permettait d'être au plus près du texte, du mot, et de t'enfermer dans une histoire, dans un récit,
de chercher, de caresser la phrase, l'expression. Et moi, j'adore ça, en fait. Parce que l'éditorial, c'est plus être un chef de projet, gérer une équipe, des budgets, un planning. Ça m'intéresse, et un peu moins, finalement. On a moins le temps de travailler le texte, de travailler avec l'auteur. C'est pas facile. Alors que là, le traducteur, il s'enferme avec son texte, 3 mois, 4 mois. C'est assez génial. On se lève le matin et on se dit... je vais traduire aujourd'hui 10 pages, le chapitre que j'ai lu la veille en général, parce qu'on ne les lit pas vraiment à l'avance quand on a du temps. On se laisse surprendre comme un lecteur. Comme ça, s'il y a un truc étrange, on se dit « Ah, mais là, l'auteur, il a voulu nous emmener quelque part, il faut qu'on fasse la même chose. » Alors que si on sait tout à l'avance, on risque de donner peut-être des clés qu'il ne faut pas donner. Et, enfin, moi, je travaille comme ça, oui, mais je crois que toi aussi. Ouais. Bien sûr. Après, il y a plusieurs jets. Donc, au moment du 2e et 3e jet, forcément, Voilà, on connaît on tout. peut ajuster. Et pour ma part, moi, je suis arrivé par l'écriture. J'écrivais des nouvelles de science-fiction. Et voilà, on m'a proposé de traduire. Voilà. Sinon, moi, j'ai fait une formation de géophysique et une école de cinéma. Donc, voilà. Je ne parle pas anglais, d'ailleurs. Donc, voilà. Tu exagères. Ouais. On m'appelle Mr. Watt, parce que quand on me parle anglais, je ne comprends jamais rien. Je fais Watt. Donc, voilà. Au bunker, voilà. Mais je distribue du chocolat pour me faire bien voir. Quoi. Et vous faire comprendre. C'est important. Manger et Un boire chocolat dans les pour 8 de bunkers, c'est chocolat important. On va justement regarder un dernier extrait qui nous dit un peu... Et Oscar Braque, il en pense quoi? Il n'est pas au courant. Comment c'est? Bon, quoi qu'il en soit, j'ai le coupable sous la main. C'est une question d'heure avant que je l'attrape. On protège ce qui est à soi. On m'attaque et je me défends. Je n'empêche personne de riposter. Mais les gens sont si faibles. Regardez-vous, là. Vous êtes scandalisés, mais vous n'osez pas parler franchement. Bon, si je le faisais, je perdrais mon job. Et alors? J'aime mon job. Vous aimez faire la larpine, c'est ça? Bon, j'aime la littérature. Eh bien, devenez éditrice dans ce cas. Oui, c'est pas ma faute si les gens manquent d'ambition. C'est grave ce que vous faites. Eric Enstrom n'est pas au-dessus des lois. Vous non plus. Non! Non! Ne touchez pas à ça! Ça, c'est à moi! Vous êtes une petite cachotière, Madame Tuxen. Ce n'est pas une transcription de Dédalus. N'importe qui pouvant lire le danois peut vous le certifier sur le champ. Dies käme frökligt. Den er langt fra færdig. Det er min debutroman. Vous êtes dessus depuis combien de temps? Allez, dites-moi la vérité. 8 ans. Mais j'ai eu un vrai déclic depuis que je suis là. Ah. Vous savez, votre contrat stipule qu'il vous est interdit d'avoir une autre activité pendant la durée de la traduction. Vous ne savez pas ce que c'est la vie de famille. 2 mois d'isolement, c'est une occasion en or pour terminer mon livre. Allons, Madame Tuxen. Vous n'avez aucun talent. Quelque part en vous, il y a une petite voix qui vous le répète depuis des années et que vous faites semblant de ne pas écouter. Il n'est jamais bon de s'illusionner. Un jour, vous me remercierez. Voilà, le méchant est très méchant. Et on revient aussi à peut-être ce qu'on se disait, c'est que le traducteur serait un mauvais écrivain. Alors, est-ce qu'on peut justement effacer tous ces doutes très vite? On vous écoute. Alors ça, le traducteur n'est pas un écrivain, il est un traducteur. Donc après, j'ose croire qu'il écrit tout à fait correctement.
Par contre, est-ce qu'il est capable de créer, d'inventer, d'être un écrivain? Ça appartient à chaque traducteur. On connaît de grands écrivains et traducteurs. Bon, je pense que c'est très personnel comme démarche. Qui sait, nous allons peut-être sortir un best-seller, Dominique, un jour, à 4 mains. Oui, je pense pas qu'il y ait qu'une seule approche. Je crois, parce que j'ai donné une conférence hier et on me parlait de José Camoun qui a fait le 84. Apparemment, elle a jamais écrit d'œuvre personnelle. Donc voilà. Maintenant, moi, j'ai plein d'autres exemples. Enfin, j'ai toujours tendance à dire que c'est bien d'écrire parce qu'il faut se confronter aux mots. C'est important de savoir entre l'intention qu'on est dans le mot, dans la phrase, et ce qui est reçu par le lecteur, cette espèce de pont entre ce qu'on veut dire et ce qui est reçu. C'est bien de s'y confronter, mais tout le monde s'y confronte, ne serait-ce que dans une lettre d'amour. Voilà. Si on commence à écrit dire... souvent, Dominique, non, mais si on commence à écrire une lettre d'amour... Et en quelle langue, surtout? Pardon? En quelle langue vous écrivez vos lettres d'amour? Non, français. Voilà. Mais celui qui a traduit Dune, par exemple, était un écrivain. Moi, on m'a proposé, parce qu'on avait lu mes nouvelles qui étaient éditées. Voilà. Mais c'est pas la seule voie, absolument. Tout le monde écrit à un moment donné, mais c'est... tente de faire passer de l'émotion par ces mots. Ça peut être à n'importe quel niveau. Ça peut être un sketch du théâtre, de l'écriture. Ça peut être une lettre d'amour. C'est pour ça que, parce que la lettre d'amour, tout le monde en a fait une. Voilà. Après, ce qui peut être intéressant une lettre d'amour, c'est se dire, je mets pas le mot je t'aime, et qu'est-ce que je fais? Est-ce que c'est dans la contrainte qu'il va falloir... et la traduction, c'est une contrainte. Il y a des murs, il y a une cellule où il faut repousser les murs, mais il y a une contrainte. Voilà. Mais c'est pas la seule voie. Je pense que ça peut nourrir absolument de s'être frotté à l'écriture. Mais c'est vrai ce que vous dites, au fond, c'est parce que c'est un métier intermédiaire que on peut vous critiquer, et c'est assez étrange en fait. Et vous parlez de pont, c'est plutôt ça. Le pont, il lie deux univers, il va lier deux langues. C'est pas du tout, c'est plutôt amélioratif. Oui, non, bien sûr. Voilà, il y a une approche, je disais tout à l'heure, de conteur, et il faut quand même pas se raconter d'histoire, c'est-à-dire que ce qui est lu par le lecteur français, chaque mot est un choix, une vision de l'univers, et elle est liée à la lecture du traducteur. C'est comme ça, on est des êtres humains, et même vous, lecteur français, vous lisez un roman, je ne parle même pas de traduction, un roman qui a été écrit par un écrivain français. Vous n'aurez jamais lu le même livre, chacun. Vous êtes des êtres humains avec votre histoire. Et ben, voilà, il se trouve que les traducteurs sont le premier lecteur et on restitue le plus fidèlement possible avec nos imperfections, nos a priori, notre subjectivité. Il y a des choses qui m'agacent dans certaines formes stylistiques, syntaxiques, que j'aime pas. Et si je les aime pas en lecteur, je les écrirai pas en tant que traducteur. Et à quel point justement la subjectivité, elle est présente? C'est ça aussi qui nous ça, elle est très présente. Il est certain que 10 traducteurs traduiront la même phrase différemment. Enfin, peut-être pas... je me suis levée à 8 heures ce matin, mais je veux dire, n'importe quel texte va être pris en main d'une manière différente, l'agencement de la phrase, de la scène, parce qu'en fait, c'est une prise en main de toute la scène. Ce n'est pas juste aligner des mots, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Mais pour revenir sur les critiques du traducteur, je pense que c'est surtout la question de la trahison, entre guillemets. C'est toujours ce questionnement-là. Est-ce que le traducteur ne dévoie pas le texte original? Mais j'ai envie de dire, sans traducteur, point de lecture de Dostoïevski. Voilà. Enfin, il y a un moment, il va falloir faire confiance à ces intermédiaires, ces passeurs de mots. Et on revient à la question du pouvoir, en fait. Peut-être que la personne qui a le plus de pouvoir dans cette histoire, c'est le traducteur. Mais celui qui maîtrise les mots, c'est vrai que c'est quand même assez agréable, assez puissant. Je suis entièrement d'accord. Ça se rapproche aussi. Il y a eu tout un débat il y a quelques années sur l'objectivité du journalisme, qui ne sert à rien. Vous êtes des êtres humains, vous devez avoir un point de vue sur le monde. La littérature, il y a un point de vue sur le monde, et quand on ressent le texte anglais et qu'on veut le transmettre, elle est là la fidélité. C'est qu'est-ce qu'on a ressenti nous et qu'est-ce qu'on va essayer de transmettre, de susciter et pas de décrire. Et ben, deux êtres humains ne vont pas être sensibles aux mêmes choses dans le même texte. Après, et c'est tant mieux. Faut pas se tromper sur l'intention. Par contre, c'est vrai qu'il y a toujours une intention de l'auteur. Ce sera d'être émouvant, d'être drôle. Le traducteur doit avoir cette sensibilité, mais ensuite,
comment rend-il l'intention? C'est très facile à voir sur les blagues, sur l'humour. On est obligé de complètement transformer les blagues en général. On ne les traduit pas du tout. On en trouve une autre complètement, une scène drôle. On peut complètement la transformer pour arriver à la même intention, en fait, d'être sarcastique ou ironique. Et donc, ça, c'est assez. Là, on voit bien le travail d'adaptation nécessaire, parce que si on traduit mot à mot, c'est ça. Parce qu'il y a une chose interdite, ça s'appelle les notes du traducteur. C'est interdit. C'est l'artillerie lourde, ça veut dire j'ai pas su le faire, alors démerdez-vous quoi. Donc ça c'est pas possible. C'est possible tout à fait dans une œuvre universitaire, un essai, il n'y a aucun problème, c'est bien fait. C'est comme les italiques, on les évite aussi. Parce qu'il y a toujours une italique, c'est un outil anglo-saxon dont c'est pas qu'ils usent et abusent, ils ont le droit. Nous, c'est à utiliser avec parcimonie, et il y a toujours une façon d'insister sur un mot sans mettre une italique, parce que c'est des codes typographiques. Voilà. Et donc les notes du traducteur sont interdites. Oui, parce que ça fait sortir le lecteur de sa lecture. Donc à un moment où il n'y a pas de note du traducteur, genre jeu de mots intraduisible, il faut, ce que dit Carole, réinventer, faire autre chose. Mais c'est pas de la trahison, je suis désolé. Mais ça serait encore une fois une œuvre universitaire. On met nos traducteurs, c'est écrit comme ça, c'est pas du tout traduisible. C'est très drôle en anglais, pas en français. Mais nous, notre but, c'est que le texte français soit aussi bien, jamais moins bien dans notre ressenti, éventuellement mieux, mais c'est un détail, mais jamais moins bien, jamais se dire que le texte en français est en dessous. C'est pas recevable, autant faire notre métier, quoi. Est-ce que vous avez un très beau souvenir de livres traduits que vous auriez traduit? Alors moi, je garde quand même un souvenir ému de la traduction de Steve Jobs, de la fin du texte. Ouais. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on nous a dit, il faut traduire à 2 parce que c'est un gros livre, il faisait 600 pages. Il était en train de mourir. Et qu'il était en train de mourir, Steve Jobs. Et ça, c'était quand même très émouvant parce que c'était un jeu, même si c'était écrit quand même pas avec un journaliste. Mais là, on avait vraiment, on rentrait complètement dans sa personnalité, dans ses émotions, dans son esprit. Ça allait vite, donc on passait beaucoup de temps, beaucoup d'heures. Et moi, donc j'ai traduit la fin. Et donc il y a cette scène extraordinaire à la fin du livre où il explique que voilà, qu'est-ce que c'est finalement l'esprit humain, qu'est-ce qu'il y a dans ce cerveau au juste. Est-ce que ce serait pas simplement un bouton on/off? Et ça se termine comme ça. Et moi, j'avoue que j'ai eu une émotion quand même assez puissante parce que c'était très, très, très fort de savoir qu'en fait, il était en train de rendre son dernier souffle à ce moment-là. Donc ça, c'est un souvenir assez fort chez moi. Et c'est vrai que quand j'ai découvert cette partie-là, parce que pareil, c'était très beau. Mais oui, ça nous arrive de pleurer. Enfin, moi, ça peut m'arriver de m'émouvoir tout seul. Ça paraît ridicule, mais effectivement, dire que c'est beau. Au premier jet, petite larme. Au deuxième jet, petite larme. Bon, voilà, un bon souvenir. Justement, ce qu'on dit souvent que je traduis court. Là, c'est l'exemple inverse. C'est un livre que j'ai beaucoup aimé, qui m'a demandé beaucoup de travail, où les phrases sont très longues, mais vraiment. Et ça s'appelle Une constellation de phénomènes vitaux, qui a eu le prix des lectrices Elle il y a 2 ans peut-être. Bon, voilà, ça c'est un très très beau bouquin. Et puis comme ça, effectivement, je pourrais montrer aussi que si les phrases sont longues et qu'elles sont que c'est une volonté stylistique, elles seront longues aussi. Il y aura un souffle en français aussi. Donc c'était une belle émotion littéraire. Et j'y suis allé avec ma petite larme au 3G. Est-ce que vous avez des projets à venir là où, mais peut-être que vous ne pouvez pas nous en parler, que vous êtes aussi sur écoute Tout est confidentiel. Alors il faut savoir qu'on signe quand même des documents de confidentialité qui font 30 à 50 pages. Le lieu, ça s'appelle The Location. Et nous-mêmes, on apprend le lieu au dernier moment. On n'est pas censé en parler. Alors, ni à ses enfants, c'est ça, ni à nos familles. Donc c'est un petit peu compliqué quand même. Et voilà, ni le titre, ni le lieu. Enfin, tout est quand même très, très bordé. C'est très CIA, ça fait très. Ouais. Alors on joue le jeu, parce que c'est quand même, c'est notre métier aussi. Ouais, voilà. Donc on verra peut-être l'année prochaine. Enfin, on n'en sait pas plus. Peut-être l'année prochaine. On est en train de travailler là. Sinon, là, j'ai rendu un Cornouel et je suis sur un Grisham. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? J'ai 2 petites questions. Est-ce que vous avez le manuscrit définitif? Parce que ça arrive qu'on n'ait pas le manuscrit définitif quand vous avez 2 mois pour le faire. Et deuxième question, vous avez droit à combien de pourcentage de coupe de l'auteur pour des gros bouquins comme ça? Des pourcentages de coupe? Alors, 10%, le manuscrit... 20%, 30%. Le manuscrit, en fait, ils nous l'ont donné
presque en entier, parce que ça c'est complètement absurde, hein, de donner le premier chapitre, de le reprendre, donner le deuxième, enfin ça n'a aucun sens, hein. Il faut qu'on ait une vision, et puis personne ne va au même rythme, on fait des retours en arrière, enfin c'est vraiment pas possible, mais c'est vrai qu'on l'a sur papier, mais on l'a presque en entier. Ils nous ont donné quoi, les 3-4 derniers chapitres à la fin, la dernière semaine. Et qui était son dernier jet, quoi. Oui, mais ils ont quand même conservé la fin. Ils n'ont pas voulu nous la donner tout de suite. Bon, c'était. Ouais, ça c'était pour Inferno. Origine, on a eu tout, hein, je crois. On a eu tout. Simplement, comme il y avait des incohérences, alors parfois on se dit, mais comment se fait-il que des auteurs aussi connus enfin, il n'y a pas eu un travail d'édition pour qu'il y ait quelques incohérences, mais ça arrive toujours. En plus, il peut y avoir eu des coupes qui fait que des incohérences sont générées. Enfin, tout à fait, ça ne trahit pas un laxisme de je ne sais pas qui. Ou parfois, ça peut trahir aussi le fait que la personne est tellement connue, l'auteur, que personne n'ose rien lui dire et que voilà. Après, c'est chacun. Voilà. Et quand on posait des questions sur le tableau blanc pour que ça remonte à la maison d'édition, nous, d'une manière générale, on n'attendait pas que que la réponse revienne. On règle les problèmes. Une incohérence, elle est réglée. Voilà. Bon. Moi, j'ai eu un moment avec la mort dans l'âme. Il y avait une sorte de crucifix. Il y avait un pistolet pour Origine qui était caché dans un crucifix. Bon, très bien. Et là, il y a 2 occurrences. Et effectivement, quelqu'un a dit, ah oui, mais il ne remonte pas le pistolet, donc l'autre personne, en découvrant le jet par terre, ne peut pas croire que c'est un crucifix parce qu'il est dit nulle part qu'il a été remonté. Bon, donc un traducteur s'est posé cette question-là, Larmaque, etc. Bon, nous, on avait réglé la chose, et puis en fait, il se trouve qu'il fallait mieux changer la deuxième occurrence pour le bien de l'histoire. On a changé la deuxième occurrence. Bon. Puis revient les corrections 3 semaines plus tard. Alors, je ne pense pas que ce soit Dan Brown, hein, je pense que c'est une éditrice, enfin une relectrice de la maison d'édition américaine, voilà. Et l'endroit où elle avait corrigé, je n'étais pas très content, enfin moi c'était beaucoup moins bien, et c'était la première occurrence voilà, parce qu'effectivement, là où il y a la première petite bêtise, on la corrige là, sauf que c'était mieux de la corriger là-bas, pour le bien de l'histoire, encore une fois. Bon, je l'ai intégré. Qu'on parle enfin pas d'oppression, mais effectivement, je me sentais pas de garder ma correction, mais elle était bien meilleure. Mais bon, à partir du moment où ils ont vraiment voulu faire cette correction qui est moins bien, bon bah ok, je la suis. Mais j'étais pas très, voilà, c'était dommage parce qu'on règle les problèmes, on les règle. Sur les coupes, quand même, je réponds sur les coupes. On nous donne pas un pourcentage de coupes. Par contre, on a un éditeur qui nous fait confiance et qui comprend que parfois on condense un peu, on supprime quelques répétitions de sens, etc. Et du coup, il se peut qu'il y ait une légère réduction du texte. Ça dépend des éditeurs, ça dépend des pays. Il y en a qui ne peuvent absolument pas enlever un mot. Oui, mais si vous voulez, par exemple, les Italiennes ne pouvaient pas couper du tout. Alors la triple répétition dans la page, ils la gardaient. Et au final, on avait quoi ? On avait 50 feuillets de moins qu'eux à la fin. Donc on sent que là... Et elles en étaient un peu désolées, parce qu'elles trouvaient que ça aurait été bien mieux, parce que c'est une adaptation. Enfin, on ne peut pas obtenir le même nombre de mots que l'anglais, c'est absurde. Et voilà, elles manquaient de cette liberté. Ça, c'est contractuel, hein, avec leur éditeur. Voilà. Et c'est vrai que... on ne peut pas parler de coupe d'une manière générale, on se refuse. S'il y a des vraies coupes, ça sera marqué adapté, et il faut l'accord de l'auteur. En aucun cas, ce sont des coupes, mais effectivement, s'il y a des répétitions, je suis surpris, dit-elle étonnée, excusez-moi, mais je ne dirais pas dit-elle étonnée, quoi. Oui, mais c'est écrit. Donc, voilà, et donc ça, en enlevant ces choses-là, pour le bien de la lecture, ça peut être contraction, ça ne s'appelle pas des coupes en aucun moment. Et effectivement, on se retrouve avec des textes qui sont plus serrés. Et voilà. Même si, c'est là où je parlais de bienveillance par rapport au texte, même si, il ne faut pas se dire parce que c'est écrit pour le grand public, c'est mal écrit, peut-être que ça ne gêne pas du tout le lecteur américain. Et ça, moi, je parle de principe, ça ne le gêne pas. Maintenant, est-ce que ça va gêner le lecteur français ? Si le lecteur a compris, voilà, j'avais un exemple un peu intéressant. Pardon ? Les répétitions, oui. Ça gêne, le français ne supporte pas la répétition. Une phrase de Grisham disait dans son personnage, le personnage dit, ils sont en avion, et il dit à sa compagne qu'il ne prend pas pour une cruche, j'insiste bien, ceci est l'altimètre, ça mesure l'altitude. Bon, voilà. En revanche, le fait de parler de l'altitude est très important parce que finalement, dans 200 pages, il se crachera et qu'effectivement, ça a ajouté l'altitude est dangereuse importante dans les montagnes. Mais
Voilà, moi je pars du principe que le lecteur sait que l'altimètre, donc c'est pas grand-chose la correction, mais ça c'est l'altimètre et l'altitude, c'est important. Il n'y a pas, ça, voilà, parce que si le lecteur a un petit sourire narquois, on l'a perdu. Voilà. Oui, bonjour. Tout d'abord, merci pour l'intervention, c'était très intéressante. Moi, quand on parle on a parlé déjà par rapport aux blagues. Souvent, il faut se poser la question sur le contexte de réception. Je ne sais pas si on dit comme ça en français. Donc, souvent, l'humour, c'est pas le même. Le sarcasme, c'est pas le même. Mais moi, je me demandais si, par exemple, après, dans des pays européens, peut-être le problème ne se pose pas beaucoup. Mais si la morale d'un pays est différente, vous faites quel choix et quelles questions vous posez par rapport à ça? Parce que je pense que souvent, un argument, un sujet qui est un peu sensible peut être encore plus sensible dans un autre pays. Donc, comment vous réagissez? Je sais que c'est compliqué. Je travaille sur ça à l'université. En général, je suis traducteur aussi. Donc, je voulais plutôt un conseil, entre guillemets, qu'est-ce qu'il faut faire si vous avez des contraintes. Oui, alors c'est vrai qu'on a le problème du préjugé lié au pays, du français avec sa baguette. C'est vrai que ça peut se retrouver dans les textes, surtout les textes américains. Ils ont quand même une vision de l'européen qui est un petit peu caricaturale parfois. Alors on ne peut pas ne pas traduire ce qu'a décrit l'auteur en termes de, je sais pas, de régime politique, de quotidien d'un Espagnol. Mais peut-être d'un politiquement correct qui serait par exemple, ouais. très américain. Oui, ou de croyances. Il y a Croyances. plein de choses. Ouais. Par contre, on peut baisser un tout petit peu parfois le vocabulaire. On peut atténuer légèrement pour que ce soit un petit peu moins caricatural. Voilà, on essaie de contourner un petit peu. Et en général, ça, on demande l'approbation de notre éditeur en disant là, quand même, ça va un peu loin, ça va choquer le lecteur. Est-ce que tu es d'accord? Ça, on baisse, on contourne, parfois on est très... C'est languille. C'est vraiment une question fondamentale et super intéressante. Effectivement, c'est un grand dilemme si, par exemple, ce qui est dit nous heurte notre sensibilité à nous. Ça peut être des choses racistes, ça peut être plein de choses, de croyances, voilà. Que faire? Parce que c'est vrai que c'est un vrai problème. Dire que ça fait mal de se dire bon, j'écris ça. Alors chaque fois c'est des cas différents, mais effectivement parfois il y a des vrais dilemmes. Il n'est pas qu'ils ont coupé, parce que là ça serait n'importe quoi. Pourquoi couper? Non. En revanche, parfois j'ai pu m'en sortir quand on dit quelque chose qui me fait, je trouve ça totalement ridicule. Bon voilà. Des références bibliques, il serait un temps où le lion ne mangeait pas la gazelle. Bon, ok, très bien. La seule façon de m'en sortir, souvent, je me dis, bon, ok, j'ai pas envie d'atténuer, parce que c'est important qu'on sache que le tiers du Sénat pense ça aux USA. Très bien. Dans ce cas-là, je m'appuie sur le personnage. C'est-à-dire que c'est bien clair que c'est le personnage qui dit ça, et si le lecteur français, par exemple, je me dis, bon, tiens, c'est bizarre, il pense ça, un personnage, bon, très bien, le contrat est rempli, j'ai rien trahi, et finalement, j'ai mis en évidence voilà, je ne vais pas écrire ça comme si c'était une vérité universelle, ça sera intégré dans le personnage, quand c'est possible, parfois c'est... Mais c'est un vrai problème, quand quelque chose nous heurte, qu'on trouve quelque chose de raciste, par exemple, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Alors bien sûr, on va nous dire, mais vous choisissez vos textes avant, oui, mais quand on dit, tu veux faire tel ou tel bouquin, on ne l'a pas lu complètement, puis une fois dedans, on sait pas. Il y a des cas où j'étais inquiet, quoi. Non, mais me poser des questions et me dire mais comment faire pour la seule façon entre guillemets honnête que j'ai, c'est de ne pas le cacher, mais de le faire, laisser bien entendre que c'est le personnage qui dit ça, ou le narrateur, mais fictionnel, et qu'après, chacun juge s'il est raciste ou pas. Mais c'est vrai que dans la fiction, on peut toujours avoir un personnage détestable, ça passe. Moi, j'ai un exemple dans le réel, parce que là, je traduis une autobiographie d'une actrice américaine qui aborde le sujet de Roman Polanski, et qui met une petite phrase qui, pour moi, est un peu ambiguë et aurait tendance un petit peu à justifier les actions de ce personnage au vu d'une époque, comme on le dit souvent. Et là, vraiment, ça, c'est une phrase qui me dérange terriblement,
Donc là, je vais voir mon éditeur et je lui dis, et si on l'enlevait cette phrase, hein, je pense que, et là je lui rends en fait la question, parce que là c'est lui qui a le pouvoir pour le coup et il peut tout à fait en informer et l'auteur et l'agent, etc. On est quand même en France, on a assez de complications et puis on n'est pas du tout d'accord. Et cette phrase va sauter du texte, ouais. Voilà. Ça, oui, parce que je pense que si on l'interroge un peu plus, elle va nous dire que voilà, c'est peut-être qu'elle l'a mal exprimé ou que c'est pas ce qu'elle a voulu dire. Vous voyez, c'est juste une phrase, une espèce de parenthèse comme ça. Non, ah ben, un chapitre, on pourrait pas s'en sortir. Mais cette petite phrase glissée là, parce qu'elle dîne avec lui un soir, et il est en plein dans son procès à l'époque, hein, donc ça remonte quand même. Il y a presque 40 ans, hein, je crois. Et là, elle dit, voilà, à cette époque, et nanana. Et ben même nous, même à cette époque, non, c'est problématique. Et peut-être qu'elle ne s'est pas rendue compte que pour un public français, bon, c'est presque une justification qui est très dérangeante. Et avec son accord, on va la supprimer. Donc le traducteur se doit d'être moral. Bah, on réagit avec ses propres émotions, sa propre sensibilité. Hein, mais c'est vrai qu'il y a des choses qu'il nous faut bondir hein, quand même. Merci. Quel est le contrôle de l'écrivain sur votre traduction? Parce qu'un écrivain ne peut pas être ni bilingue, ni trilingue, ni quadrilingue. Alors il fait confiance à l'auditeur ou il vous connaît tellement bien que bon, il se dit ça sera bien traduit. Je pense qu'il y a plusieurs cas de figure. Une chose est sûre, c'est que l'éditeur français nous fait confiance. Parce que souvent, on nous pose souvent la question, mais qui vérifie? Ça ne se pose pas en ces termes du tout. Voilà. Effectivement, pour répondre à votre question, l'auteur ne peut pas juger si on lui dira si c'est bien traduit. En fait, ce qui l'intéresse, c'est si ça se vend. Voilà. C'est-à-dire que s'il a des mauvaises critiques, s'il a des retours de mauvaises critiques, comme quoi la traduction est mauvaise, voilà, il pourra peut-être dire quelque chose, mais il est incapable, lui, de juger parce qu'il n'est pas francophone. Voilà. Il y a rien. Moi, j'ai eu l'expérience quand j'étais tout petit, où l'auteur se target par... Enfin, oui, il parlait français, mais c'est une catastrophe, parce qu'il a voulu relire ce que j'avais fait, mais c'est pas sa langue maternelle, donc il est totalement à côté de la plaque. Faut absolument pas. Il faut lui dire calme-toi. Voilà, on va pas dire ça parce que ça se dit pas. Je vous rappelle par exemple que dans le robot Google, enfin, c'est une phrase qui m'interpelle depuis un certain temps, hein, c'est « Bonjour, comment puis-je vous aider ?» Ça choque personne, mais c'est quand même un affront total à la langue. Dire que je ne sais pas qui... Enfin, je pense qu'ils n'ont pas demandé, Google, à un traducteur humain francophone de traduire ça. Ils ont demandé à leur robot. Mais tant qu'il restera un humain pour comprendre que « Bonjour, comment puis-je vous aider ?» c'est de l'anglais, c'est pas du français, on aura une utilité. Le jour où on trouve ça normal, bah oui, c'est français, comment puis-je vous aider? Il n'y a qu'un robot qui dit ça, un robot anglais. Enfin, voilà, c'est de l'anglais. Une fois que ça sera ancré que c'est du français, très bien, la langue aura muté, on ne servira plus à rien. Parce qu'en fait, notre travail, c'est justement de ne pas écrire « Bonjour, comment puis-je vous aider ?» Ça, c'est de l'anglais traduit, c'est pas du français. Quand vous appelez quelqu'un au téléphone, il ne vous dit pas ça. Sauf s'il était bercé par Google récemment, il ne se rend plus compte. Mais, voilà. Oui, et puis il faut savoir aussi que ces auteurs, en général, sont traduits dans 20 à 30 langues. Donc, ils ne vont pas du tout chercher à savoir si c'est en roumain ou en grec. Par contre, il y a quand même un certain nombre d'auteurs qui se piquent d'être francophones, effectivement, et qui peuvent demander à relire la traduction ou à la donner à un ami francophone, etc. Moi, j'ai entendu parler d'Umberto Eco, hein, qui parlait parfaitement le français et qui a travaillé avec sa traductrice sur ses textes. Alors, je l'ai rencontrée. Elle a vécu un enfer, quand même, parce que évidemment, il est francophone, il parle français, mais avoir la maîtrise, l'expertise du français, c'est pas du tout la même chose. Et c'est des gens qui vont vous dire, ah mais ça, cette expression-là, c'est très très bien. Oui, mais c'est pas français, grammaticalement parlant, ça ne marche pas. Donc pour nous, c'est un peu un enfer quand on nous dit « Ouh, on a un auteur qui veut revoir votre traduction ». Et là, on se dit « Mais bon, ça ne nous est pas arrivé personnellement. Moi, ça ne m'est pas arrivé personnellement d'avoir ce genre de problème. » Est-ce qu'il y a d'autres questions? Juste, si vous allez-y. me permettez, juste dire une toute petite chose sur l'exception culturelle française. En France, on est considéré comme
traducteurs comme auteurs. On a donc un pourcentage, voilà, point. Alors, ça dépend, mais enfin bon, globalement, c'est 1%. Ce qui n'est pas le cas de toutes les nations. Il y a des pays où le traducteur n'a pas de pourcentage, il n'est pas considéré comme auteur. Et alors après, ça va encore un cran plus loin, qui est que quand on rend une traduction, bien sûr qu'elle n'est pas parfaite, mais elle est censée, en France, elle est censée être finalisée, prête à paraître. Alors bien sûr, il y a encore quelqu'un, un œil neuf, qui s'appelle un copy-éditeur ou un préparateur de copie, qui fait un travail d'édition, qui va relire le texte, qui va être un œil neuf, qui va relire le texte comme si la personne relisait un auteur francophone. Voilà. Après, bien sûr, s'il y a un truc bizarre, elle peut aller regarder l'anglais, mais il n'y a pas une espèce de pont entre je regarde une phrase en anglaise parce que je regarde la traduction. Sinon, quiconque, comme disait Carole tout à l'heure, lit une phrase en anglais, va la traduire autrement. Dans ce cas-là, on peut tout changer. Encore une fois, c'est une démarche personnelle, la traduction. Voilà, deux traducteurs, deux versions légèrement différentes, deux sensibilités différentes. Mais donc voilà, en France, on attend à ce qu'on rende quelque chose le plus fidélisé possible. Et c'est vraiment important. C'est pour ça qu'on a des droits d'auteur. Et il y a d'autres pays où non. Ils s'arrêtent en gros au moment de Google. C'est-à-dire qu'ils ont fait un mot à mot, enfin un mot à mot, c'est pas péjoratif, tout y est, voilà. Mais il n'y a pas une position ni traductive, ni de mise en place. Par exemple, des petites contractions, plein de choses. Quelqu'un d'autre arrive et fait ce travail-là. En anglais, ils appellent ça un éditeur. Donc, quelqu'un arrive. Alors, c'était un peu bizarre. Je ne sais pas si tu as ressenti ça, mais dans les bunkers, on vit un mois ensemble avec les traducteurs. Et puis, d'un seul coup, dans certaines nations, quelqu'un arrive. On ne connaît pas du tout. Bon, il ne dit pas bonjour, évidemment. Il est en costume travail, il a sa mallette. Et puis, il prend les textes des traducteurs, le prend, ouvre le texte anglais et commence à faire ce travail qui serait, appelons ça, un troisième jet, un travail d'édition. Voilà. Donc en fait, le traducteur dans ces pays-là s'arrête juste avant, finalement, la partie intéressante qui est de faire un livre. Et ça change tout dans le rapport au texte. Donc souvent dans les bunkers, les traducteurs peuvent être malheureux. Tu veux redire? Non, je voulais dire qu'on avait beaucoup de chance de ce point de vue, parce que du coup, on fait un vrai travail du début à la fin, de vision, d'émotion. C'est vraiment extraordinaire. On livre un livre qui doit être lu comme si c'était un auteur français. Donc c'est vrai que notre copy-éditeur ne revient pas à l'anglais. Elle le lit comme ça au long et ne va s'arrêter que s'il y a une difficulté, nous poser des questions. Donc c'est vrai que nous, on a un beau métier quand même. Voilà. Et c'est pas le cas de le reste du monde. Et pas forcément très loin. Des pays européens, plein de traducteurs s'arrêtent avant. C'est pas leur travail. Ils peuvent être très malheureux dans ce cas-là, une fois enfermés, avec un texte qu'ils n'aiment pas, à pas pouvoir, non pas l'améliorer, mais faire le vrai travail de traduction. Il a râlé pendant... Les ressentis étaient très, très, très différents dans le bunker. Il y en a qui souffraient, il y en a qui maigrissaient à vue d'œil, il y en a qui buvaient. Non, c'était extraordinaire. Nous, on a bien rigolé quand même. Ça peut ? We know something about pleasure. C'était juste pour les Allemands, ça. Voilà. Merci à tous les deux d'avoir partagé. Pour une fois qu'on parle de ce métier, c'est vraiment formidable. Merci à tout le monde d'être venu. Et bonne journée.